une ancienne combattante handicapée condamnée à la peine de mort. Le tribunal retint son souffle, tandis que le juge Alphonse Grégoire prononçait la sentence. Dans l'affaire opposant l'État à la capitaine Mireille Renaud, ce tribunal vous déclare coupable de meurtre avec préméditation. Mireille ne scilla pas. À 75 ans, elle restait droite dans son fauteuil, sa jambe artificielle bien calée sous la table. Seul un léger tressaillement de sa main gauche trahissait une émotion contenue. Étant donné la brutalité du crime et les preuves présentées, la peine prononcée est la mort par injection létale. Un murmure parcourut la salle. L'avocat commis d'office, Julien Morel, se leva d'un bond, mais Mireille posa une main sur sa manche. « Ne fais pas ça, murmura-t-elle. Ils ne m'écouteront pas de toute façon. » 2 gendarmes s'avancèrent. Mireille tourna la tête. Au fond de la salle, un vieil homme en fauteuil roulant fixait la scène, le visage figé dans une grimace douloureuse. À ses côtés, un grand berger allemand poussa un gémissement grave. « Prends soin de Léo, papa, cria-t-elle. Ne les laisse pas l'euthanasier. » Léo aboya une fois, tirant sur sa laisse. Le vieux monsieur hocha la tête, incapable de parler, les yeux pleins de larmes. Les preuves semblaient indiscutables. Les empreintes de Mireille sur le couteau, sa voiture repérée près du domicile de la victime, des traces de sang de son groupe retrouvées sur le sol. L'homme qu'elle aurait tué n'était autre que le colonel Armand Delatour, son ancien supérieur. Ce que le jury n'avait jamais entendu, c'était la partie que le juge Grégoire avait jugée trop préjudiciable. Les années de silence, de calomnie et les représailles que Mireille avait subies après avoir dénoncé les abus couverts par Delatour au sein de leur unité. Lorsqu'elle avait tenté de faire valoir ses droits à des soins médicaux pour ses blessures de guerre, il l'avait discréditée, humiliée, menacée. Alors qu'on l'emmenait, Léo poussa un hurlement si profond qu'il semblait transpercer les murs. Ce cri résonna longtemps après que les portes se furent refermées. À 94 ans, son père, Auguste Renaud, avait tout vu. Les guerres, les émeutes, les deuils. Mais voir sa fille condamnée à mort brisa quelque chose en lui. Pourtant, il n'en avait pas fini. Mireille non plus. Et Léo, surtout, n'avait pas dit son dernier mot. 3 semaines plus tard, la petite maison d'Auguste, en périphérie de Montcharvet, s'était transformée en quartier général improvisé. Les murs étaient tapissés de photos, de cartes, de dossiers médicaux, de relevés d'audience. Chaque soir, Julien Morel revenait, buvait un café froid et relisait inlassablement les mêmes documents. « Ils l'ont piégé », souffla-t-il. « Rien ne tient sans les enregistrements de la base. »« Et ces images ont disparu, » dit Auguste. « Tu crois qu'on les a fait effacer ?»« J'en suis certain, » répondit une voix à l'entrée. Une femme en civil, la cinquantaine solide, au port droit, entra. « Lieutenant Élise Caron, dit-elle. J'ai servi sous les ordres de la capitaine Renaud en 94. Il faut qu'on parle. » Léo s'approcha, renifla sa main, puis, après quelques secondes, s'assit à ses pieds. « Je voulais témoigner pendant le procès, » expliqua Élise, « mais on m'en a dissuadé. Le commandant Lionel Vincent m'a fait comprendre que si je parlais, je perdrais ma pension. » Julien fronça les sourcils. « Dissuadé de quoi exactement ?» Elle s'assit. Delatour était impliqué dans un détournement de fonds, des contrats bidons pour un programme de soutien aux anciens combattants. Mireille a découvert les anomalies en défendant ses soins. Elle a tenté de dénoncer, mais toutes ses plaintes ont été enterrées. Le soir du meurtre, elle n'était pas seule chez Delatour. J'étais en poste ce soir-là, en écoute radio. Vincent est arrivé après son départ, et bizarrement, les caméras n'ont rien enregistré pendant cette période. Elle sortit une petite clé USB de son manteau. Mireille m'a confié ceci. Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais le remettre à une personne de confiance. Le fichier contenait des tableaux, des notes internes, des transactions suspectes pointant vers de faux contrats attribués à des sociétés fantômes. « Voilà le mobile, » dit Julien. « Mais ça ne suffira pas. » Léo, jusque-là couché près du feu, se leva d'un bond et se dirigea vers un sac bleu marine posé contre le mur. Il gratta doucement. Auguste roula jusqu'à lui. « Qu'est-ce que tu sens là, mon grand ?» Il ouvrit le sac. Des vêtements de sport, une lame de course, une serviette et un petit GPS de poignet. Julien l'attrapa. « Est-ce qu'il fonctionne encore ?» Ils téléchargèrent les données.
Le matin du meurtre, Mireille avait couru près de 5 kilomètres, de l'autre côté de la ville. Ça contredit la chronologie du parquet, dit Julien. Ils ont affirmé qu'elle était partie de chez elle pour aller directement chez Delatour. Mais ce GPS dit autre chose. Encore des circonstances, soupira Élise. Il nous faut quelque chose de tangible. Léo aboya brusquement et se posta devant la porte, le corps tendu, le regard fixé sur Auguste. « Il veut qu'on le suive, dit-il. Il a ce regard. Il l'a toujours eu quand il savait. » Ils suivirent le chien à travers la ville par des ruelles sombres jusqu'aux abords de la base militaire. Léo les mena à une entrée technique oubliée, où un portail était entr'ouvert. Il glissa à l'intérieur. Julien et Auguste échangèrent un regard et le suivirent. Ils atteignirent un vieux hangar derrière lequel se trouvait une benne rouillée. Léo s'assit à côté, levant les yeux vers le couvercle. Julien l'ouvrit. Débris, carreaux cassés, tuyaux et un blouson enveloppé dans du plastique. Couvert de sang. L'étiquette au col indiquait « Vincent ». Élise hocha la tête. Il porte toujours ses épaulettes marron. C'est à lui. « On ne peut pas le toucher, dit Julien. Il faut une autorité compétente. » De retour chez Auguste, Élise passa un coup de fil. Le lendemain matin, une voiture noire se gara au bout de la rue. Une femme en descendit, petite, énergique, la soixantaine stricte. « Sandra Lou, dit-elle. J'ai connu Mireille lorsqu'elle m'a formée. Expliquez-moi. » Auguste raconta tout. Sandra resta sceptique, jusqu'à ce que Léo pose une patte sur la clé USB et la fixe dans les yeux. « Ce chien veut vous dire quelque chose, » souffla Auguste. Il le fait depuis le jour de son arrestation. Sandra consulta les fichiers. Au fil des documents, son visage changea. « Il y a quelque chose, » admit-elle. « Mais pour un meurtre, il faut plus. » Léo se remit à faire les 100 pas entre la fenêtre, le sac, la porte. « Il fait exactement ce que Mireille lui a appris à faire, » dit Élise. « Signal d'urgence. » Sandra hésita, puis hocha la tête. « Suivez le chien. S'il vous mène à une vraie preuve, appelez-moi. » Léo mena Julien et Auguste jusqu'à l'aile administrative de la base. Non pas l'entrée principale, mais une porte de service à l'arrière, où une femme fumait sous une lumière rouge. « Sergent Claire Mendès, » murmura Auguste. « Tu fais toujours les nuits. Vous avez besoin des archives, n'est-ce pas ?» dit-elle en écrasant sa cigarette. Elle les fit entrer. « Vous avez 10 minutes. » Elle tapa rapidement. « Il y a un truc étrange. Le rapport initial indiquait 2 groupes sanguins sur l'arme, mais celui présenté au procès n'en mentionne qu'un, celui de Delatour. L'autre a disparu. « Ils ont effacé les preuves, » dit Julien, « et les effets personnels de Delatour. Vincent les a demandés, pas la famille, et il les a fait classer. C'est totalement irrégulier. » Elle copia les données sur une clé vierge. « C'est tout ce que je peux faire. » De retour chez Auguste, Sandra était là, l'ordinateur ouvert. On a réussi à lire la carte mémoire du sac de Mireille. Une note vocale démarra. La voix de Mireille posée, ferme. « Je sais pour les fonds détournés, Armand. Toi et Vincent ne pourrez pas le cacher éternellement. J'ai déjà fait des copies. Si quelque chose m'arrive, ça ira à l'inspection générale. » Puis celle de Delatour. « Tu es instable, Mireille. Personne ne te croira. »« Essaye toujours, » répliqua-t-elle, avant que l'enregistrement ne s'arrête. « Voilà ce qu'il nous manquait, » dit Sandra. « On a la suppression des preuves, le mobile, l'intimidation de témoins et une menace enregistrée. » « Alors, pourquoi ne pas l'annuler, cette exécution ?» demanda Auguste, indigné. « Le gouverneur a signé un décret d'exécution anticipée ce matin, » souffla Julien. « Il nous reste 9 jours. » Léo se leva, oreilles dressées, et se remit à tourner. « Quoi encore ?» marmonna Sandra. Le chien posa la tête sur les genoux d'Auguste. « Il veut que je l'envoie, » murmura-t-il. « Comme Mireille l'a entraîné. »« L'envoyer où ?» demanda Julien. « Au général Richard Ray. Il connaît Mireille depuis 30 ans. S'il y a quelqu'un qui peut agir vite, c'est lui. » Ils glissèrent la clé USB, la carte mémoire et une lettre manuscrite dans la sacoche de Léo. « Tu es notre dernier espoir, » souffla Auguste. Sandra tira 2 coups de feu en l'air pour distraire les gardes. Léo fila dans la nuit. À la résidence du général Ray, Léo trouva une fenêtre entr'ouverte. Il s'y faufila. Ray leva les yeux. « Léo, où est Mireille ?» La lettre et les preuves expliquaient tout. En quelques minutes, Ray appelait le procureur fédéral. Mais chez Auguste, la porte vola en éclats. Des hommes armés ligotèrent Auguste, Élise, Sandra et Julien.
Vincent entra, furieux. « Où est-ce que vous avez envoyé le chien ?» Personne ne répondit. Le téléphone sonna. Vincent regarda l'écran. « Général Ray. »« Non, monsieur, je ne savais pas. »« Oui, j'arrive. » Il raccrocha, livide. « Qu'avez-vous fait ?»« Trop tard, » dit Élise. « Ils savent. » Dehors, des véhicules de la gendarmerie militaire encerclaient la maison. La voix de Ray tonna dans un mégaphone. « Commandant Lionel Vincent, vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice et complicité de meurtre. » Les hommes de Vincent déposèrent leurs armes. En quelques heures, Vincent avoua tout. 10 jours plus tard, Mireille sortit libre. Le gouverneur, submergé par l'indignation publique et acculé par les nouvelles preuves, accorda une grâce totale et ordonna une enquête complète sur la corruption dans les contrats militaires. Il ne s'agissait pas seulement de blanchir son nom, c'était une justice longtemps refusée. La conférence de presse fut brève, solennelle, suivie des démissions discrètes de 2 procureurs adjoints et d'un attaché militaire. En coulisses, une commission spéciale mit au jour un réseau de fausses factures, de pots de vin et de pression sur des agents du service de logistique. 12 officiers furent impliqués. 3 traduits en cour martiale, 2 radiés avec déshonneur, les autres sous enquête. Parmi eux, Vincent, dont le dossier judiciaire explosa. Le meurtre de Delatour, autrefois utilisé pour écraser Mireille, lui fut officiellement attribué. Une empreinte retrouvée sur un registre de maintenance l'identifia formellement. L'arme provenait d'un lot volé sous son commandement. Face au juge, Vincent ne dit rien. Pas d'appel, pas d'excuse. Seulement un regard froid. Devant la prison, Mireille sortit dans la lumière comme si elle la redécouvrait. Le poids de ses années s'échappa dans un souffle lent et tremblant. Ses cheveux avaient blanchi, ses mains étaient plus fines, mais son dos restait droit. Léo courut vers elle comme si rien ne s'était passé. Elle tomba à genoux. Il se jeta contre elle, aboyant de joie, ses cris couvrant les flashs et les questions des journalistes. On lui demanda ses projets. Mireille se contenta de serrer son chien et murmura « On rentre ». 6 mois plus tard, le Centre Mireille Renaud pour la justice ouvrait ses portes au cœur de Montcharvet. Ancienne bibliothèque municipale, il était devenu un phare de justice et de reconstruction. Des juristes y offraient une défense gratuite aux anciens combattants accusés à tort. Des médecins y soignaient les blessures de guerre. Et dans une grande salle lumineuse, des vétérans âgés entraînaient de jeunes chiens d'assistance. Léo était là à chaque étape, guidant les jeunes recrues avec le calme d'un chien ayant traversé la tempête. Le jour de l'inauguration, Mireille portait son uniforme d'apparat, non pour honorer l'institution qui l'avait trahi, mais pour reprendre son honneur. Un chiot berger allemand, maladroit et aux oreilles trop grandes, s'approcha d'elle et s'assit à ses pieds, comme s'il l'attendait. Son pelage était plus sombre que celui de Léo, avec une tache blanche sur le poitrail, comme une cicatrice du passé. Mireille sourit, le prit dans ses bras. « On l'appellera Écho », dit-elle, « parce que la vérité finit toujours par se faire entendre, même après le silence. »